Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et vous vous intéressez, en tout cas vous souhaitez mieux comprendre ce qu'est la finance durable. Alors cette série d'émissions, elle est faite pour vous. Elle a été conçue par la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, la CNCGP, pour vous, en tant que membre de cette association. Alors durant plusieurs épisodes, environ plus d'une dizaine d'épisodes, 11 épisodes très exactement, cette série pédagogique va nous amener à la rencontre de professionnels de la gestion d'actifs, mais aussi des prestataires de services, des enseignants, des chercheurs, l'autorité de contrôle également. Tout ça pour nous expliquer le vocabulaire de la finance durable. Vous savez, la taxonomie, les articles 6, 8, 9, les principales incidences négatives, le greenwashing aussi. Donc, tout cela, nous allons vous l'expliquer, nous allons, je dirais même, le décortiquer. Alors, tous ces concepts, vous ne pourrez plus y échapper. Même si vous le souhaitez, vous ne pourrez pas y échapper dans votre devoir de conseil, dans la mesure où vous le savez aujourd'hui, vous devez tester les préférences en matière de durabilité de vos clients. Vous leur faire un test d'adéquation ESG pour savoir s'ils sont appétents ou non, et comment et à quel degré à la finance durable. Et ce qu'on appelle aussi un test de critères ESG, je rappelle, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet avec ce premier plateau qui va nous permettre d'introduire ces concepts et de répondre à une question, finalement, la finance durable. Pourquoi accélérons-nous? Et autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Serraki. Bonjour Julien. Bonjour Charles. Président de la CNCGP. Évidemment, on ne vous présente plus à vos membres. Merci d'être avec nous. Mais aussi Vincent Kieffer. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes économiste pour le projet Finance Climact. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est très exactement. Et Mathieu Garnereau, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Voilà, vous êtes directeur du projet Finance Climact. Donc là encore, tous les deux, vous nous expliquerez ce qu'est ce projet. Alors, tout d'abord, Julien Serraki, pourquoi cette série d'émissions pédagogiques sur la finance durable? Pour une raison simple, c'est que depuis le 1er janvier, donc il y a quelques jours, les CGP ont l'obligation de récolter auprès de leurs clients leur sensibilité à la thématique du développement durable pour ensuite les conseiller dans leur allocation d'actifs. Donc quand je dis les CGP, c'est-à-dire pour leur activité de CIF, mais aussi depuis quelques mois déjà, ça avait déjà commencé, pour leur activité de courtage en assurance. Donc il va falloir savoir si notre client est sensible aux thématiques du développement durable ou pas. Mais c'est pas que ça que fait la Chambre pour le développement durable. On a fait plein d'autres choses, j'en citais juste quelques-unes. Déjà, on a poussé nos adhérents à passer la certification AMF développement durable. Vous savez qu'il y a la certification AMF de base, qui est faite pour exercer le métier de conseiller en investissement financier, puis il y en a une plus spécialisée sur le développement durable, qui n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais on pousse nos adhérents à la passer. On en a 185 qui l'ont passé pour la première année. C'est une grande partie de toutes les certifications AMF développement durable qui ont été passées dans toute la France. C'est des adhérents de la CNCGP parce qu'on a poussé à ce qu'ils la passent. Et puis aussi, on a créé une commission de travail sur la thématique ESG qui va réfléchir à comment on peut mettre en place dans les cabinets des formules pour avoir un bilan carbone positif dans notre activité. Et on a des universités, c'est des formations qui durent 2 jours. Et bien dans les universités, la première chose qu'on fait avec nos adhérents, c'est de faire un petit questionnaire de bilan carbone. Comment ils sont venus, comment réduire leur empreinte carbone lorsqu'ils se déplacent à ces universités. Et même au sein de la Chambre, même les permanents, c'est-à-dire les salariés de la Chambre, sont en train de mener une réflexion dans leur activité quotidienne de savoir comment ils peuvent réduire leur empreinte carbone. Donc Jean-Charles, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. Et au-delà de ces aspects pratiques, moi je voudrais rappeler une chose à nos adhérents au Conseil en gestion de patrimoine qui est à mon avis fondamentale. C'est de leur rappeler que la transition écologique, rien que pour la France, on parle de centaines ou de milliers de milliards d'euros d'investissement. Rien que pour la France. Donc c'est évidemment pas les États qui sont surendettés qui vont pouvoir financer ça. Le rôle des États, c'est de fixer un cadre et d'aller donc dans le réglementaire. Et c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui. Et ensuite, c'est le secteur privé qui va financer cette transition écologique et ces centaines ou ces milliers de milliards. Parce que le secteur privé, il a un outil qui est particulièrement efficace pour allouer les capitaux, c'est la finance. Et donc, je voudrais que les CGP aient bien conscience qu'il n'y a pas de transition écologique sans les financiers. Et c'est bien de ça qu'on va parler pendant toutes ces émissions et qu'ils ont un rôle très important à jouer dans la transition écologique. Ils ont un rôle sociétal et écologique très important. Alors justement, comment
leur état d'esprit? Comment ils se positionnent aujourd'hui? Vous savez, les CGP, ils ont l'habitude d'être la courroie de transmission vis-à-vis de leurs clients. Ils font face à des particuliers, les CGP. Donc, ils ont l'habitude de mener un rôle de pédagogue. D'expliquer à leurs clients pourquoi il y a telle évolution réglementaire ou pourquoi il y a des contextes de marché comme ci ou comme ça. Donc, ils vont proposer un questionnaire. Je sais qu'on va en parler plus loin, mais qu'il y a même une émission qui va être dédiée à ça. Oui, il y aura une émission dédiée à cela, oui. Un questionnaire pour récolter auprès de leurs clients leur sensibilité à cette thématique du développement durable. Alors, c'est pas à nous de les orienter, c'est aux clients, évidemment, de remplir ce questionnaire seul, mais il y a beaucoup de nouveaux termes, il y a beaucoup de nouvelles choses à avoir en tête, en fait, quand on remplit ces questionnaires. C'est pas que je veux changer la planète ou sauver la planète, pardon. Évidemment, tout le monde veut sauver la planète, mais il faut bien réfléchir aux conséquences de ces choix d'investissement. Et donc, nous, on est simplement là pour les orienter et leur dire, attention, il y a des choix à faire, tous les choix ne sont pas évidents, tous les choix paraissent bons, mais est-ce qu'ils le sont vraiment en pratique? C'est à nous, voilà, de leur expliquer, de mener ce rôle de pédagogue dans cette révolution financière. Parce que, évidemment, la plupart des investissements, maintenant, vont être dirigés vers les investissements de développement durable ou ESG d'une manière plus large. Alors, je le disais en introduction, il y aura environ 11 épisodes, 11 épisodes à cette série, à cette saga, on va dire, sur le développement durable. Vous avez parlé tout à l'heure, il y aura effectivement un chapitre consacré à ce fameux questionnaire d'adéquation ESG pour les clients. Et dans l'architecture, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Alors, je ne vais pas lire les 11 thèmes, ce serait barbare, mais grosso modo, on va parler des rapports extra-financiers, c'est-à-dire les data qu'il faut remonter les entreprises aux sociétés de gestion, parce qu'évidemment, que les sociétés de gestion, pour créer des fonds et gérer des fonds, il faut bien qu'elles aient des data des entreprises dans lesquelles elles investissent. On va parler de ces nouveaux termes, la taxonomie, les fonds de catégorie 8, les fonds de catégorie 9, la directive européenne SFDR. On va parler des labels. Il y a ce grand sujet des labels. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais labels, ou est-ce qu'il faut comprendre comment les labels fonctionnent? C'est peut-être ça, à mon avis, qui est plus intéressant. On va aussi se demander où est-ce que je vais trouver l'information, finalement, pour conseiller mon client. Il a rempli son questionnaire, mais qu'est-ce que j'en fais ensuite? Où je vais trouver l'information pour faire mon allocation d'actifs? Et puis, on va parler du certificat de développement durable et puis du questionnaire. Enfin, en gros, de toutes les notions dont on a besoin, nous, CGP, dans notre quotidien, pour conseiller au mieux nos clients. Donc, c'est vraiment une approche pédagogique en profondeur, sur un sujet qui est difficile, parfois un peu galvaudé, je crois qu'il faut le dire, dans une ambiance un peu de greenwashinesque, allez, on va le dire comme ça, qui met un peu de pression et de suspicion dans ce domaine-là, donc il faut balayer tout ça. C'est trop important pour l'avenir, et surtout, je crois que c'est un vrai défi, comme vous le disiez, pour les conseillers en gestion de patrimoine. Alors, Mathieu Garnereau, donc si je vous dis la finance peut-elle favoriser la création d'un monde plus durable pour tous? Je ne sais pas, c'est pour moi une question. Expliquez-nous donc, cette affirmation qui est au cœur du projet Finance Climate Act. Donnez-nous ses origines de ce projet, expliquez-nous ce que c'est très exactement. Et quel lien il pourrait y avoir avec justement la finance, les marchés financiers, l'industrie financière, les fonds d'investissement? Je crois que Julien le disait très justement, la finance est très directement connectée à l'économie. Et donc, si on veut une économie plus durable, on a besoin d'une finance plus durable. Si on veut une finance plus durable, on a besoin d'une économie plus durable. Et clairement, ces transformations-là, la finance est une courroie de transmission, est un relais pour permettre justement ces transformations nécessaires dans l'économie, qui se fait évidemment en parallèle de toute une refonte, on va dire, d'un ensemble de réglementations pour favoriser également les meilleurs comportements au niveau de l'économie. Donc c'est un jeu d'acteurs qui doit être vraiment bien coordonné, et c'est pour ça donc que l'Europe a annoncé en fait dès 2018, donc en fait tous les changements qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est des choses qui ont quand même été annoncées il y a déjà plus de 4 ans. Et l'Europe avait publié en mars 2018 une stratégie finance durable dans laquelle il y avait une dizaine d'axes qui concernaient. Donc la vision de la finance durable de l'Europe, c'est une vision assez large, puisque ça part du monde de l'entreprise, les banques, les sociétés de gestion, les fournisseurs de données, les conseillers sur la clientèle, les épargnants. Donc on a vraiment pas mal de volets qui étaient couverts par cette stratégie finance durable, et tous les chantiers ont été lancés en parallèle. Ce qui fait aussi, dans certains cas, potentiellement un certain cafouillage quand certains textes arrivent avant d'autres, mais on va dire qu'on avait une stratégie cohérente, pensée et annoncée dès 2018. Et nous, donc, à l'ADEME, avec le projet Finance Climate, on a répondu à un appel à projet en fait, de la Commission européenne
pour des projets en faveur d'actions vis-à-vis du climat et de l'environnement, donc ça s'appelle les projets LIFE. Et en fait, on accompagne le déploiement de cette stratégie finance durable depuis 2019. Est-ce que vous pourriez rappeler ce que c'est l'ADEME? J'allais vous poser la question, rappelez-nous ce qu'est l'ADEME. Bonne question. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Donc c'est une agence d'État qui dépend de différents ministères, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère de la Transition énergétique et le ministère de la Recherche. Et on est à peu près 1 millier d'agents, donc en partie sur le territoire avec des directions régionales, et en partie c'est quand même aussi une agence d'ingénieurs avec vraiment des expertises sectorielles et très spécifiques sur les différents thèmes, la mobilité, le bâtiment, les sols, etc. Large, oui. Et donc l'enjeu aussi pour l'ADEME, c'est de pouvoir apporter une expertise sur ces thèmes environnementaux dans ce domaine qu'est la finance, qui a besoin de fortement monter en compétences sur ces sujets environnementaux, qui sont des sujets pointus et complexes, et qui sont d'ailleurs abordés de façon pointue et complexe par la Commission européenne. Quand on voit par exemple un texte comme la taxonomie, qui est le dictionnaire pour définir le cadre de qu'est-ce qu'est une activité verte, on a des milliers de pages avec des critères très spécifiques, activité par activité, sur plus d'une centaine de secteurs. Donc on est sur des thèmes qui demandent des compétences ingénieurs notamment, mais qui doivent aussi demander des compétences en matière de finance, parce qu'il y a besoin de permettre à ces deux univers de dialoguer pour pouvoir chacun apporter l'expertise. Vous accompagnez des sociétés de gestion concrètement, des entreprises? Alors concrètement, c'est vrai qu'avec ce projet, donc Finance Climat, on a 3 grandes cibles. On a une cible entreprise. C'est vrai qu'on part aussi de l'économie réelle. La question, c'est comment les entreprises vont concevoir leurs projets d'efficacité énergétique, leur plan de transition, parce que pour une grande partie des entreprises et de l'économie, on n'est pas la cible de la neutralité carbone, et on n'est pas la cible aussi des autres objectifs environnementaux sur la biodiversité, l'économie circulaire. Donc beaucoup de travail au niveau entreprise, et c'est comment on conçoit des plans pour donner une visibilité également aux banquiers, aux investisseurs, sur quelle est la trajectoire sur laquelle se place cette entreprise, même si aujourd'hui elle n'est pas encore à la cible. On a notre deuxième cible, c'est les institutions financières, et donc ça peut être des banques, des assurances, des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels. Donc on a vraiment une vision assez large des différents types de financiers qui peuvent être impliqués dans ces travaux-là. Et l'enjeu pour eux, c'est de prendre en compte les enjeux climatiques dans leur métier, et donc ça peut être dans la structuration des produits, dans le conseil. Le grand enjeu, c'est de prendre en compte la double matérialité, donc c'est-à-dire l'impact. Ça demande une explication. Ça demande une explication. La double matérialité dans notre milieu, effectivement, c'est quelque chose d'assez courant, mais il faut bien effectivement le comprendre. C'est qu'une des visions importantes, c'est la vision risque, c'est-à-dire le changement climatique, que ce soit sur des questions de risque physique ou de risque de transition, c'est-à-dire la mise en place en fait des politiques climatiques va faire que certaines activités vont devenir plus profitables et d'autres moins profitables. Et donc il y a des risques de transition qui peuvent engendrer des coûts en termes financiers. Donc un des aspects de la double matérialité, c'est quels sont les risques financiers apportés par ces politiques climatiques ou par le changement climatique. Et l'autre aspect de la double matérialité, c'est quels sont les impacts des investissements sur l'environnement. Donc là, on est vraiment, typiquement, quelles sont les émissions de CO2 des entreprises que je finance. On peut par exemple avoir, pour être très concret, une société qui produit du pétrole comme Aramco. Elle n'a peut-être pas forcément des risques de transition si l'Arabie Saoudite ne pose pas de problème au fonctionnement de cette entreprise. Par contre, on a clairement un impact sur l'environnement à favoriser le fait d'aller chercher des énergies fossiles dans le sol. D'accord, merci. Alors, Vincent Kieffer, est-ce qu'on peut dire que la France est en avance dans ce domaine de la finance durable? Parce qu'on l'a vu, c'est un projet européen, mais qui, au-delà de ça, on peut faire remonter peut-être, je dis une bêtise, mais à la COP, est-ce que c'est l'origine Non, c'est exactement ça. Globalement, pour la France, donc, a clairement une avance. Il faut remonter à 2015, vous allez le dire, la tenue à Paris de la COP 21 et la signature des accords de Paris. C'est à partir de cette période-là qu'on a vu une France pionnière sur plusieurs sujets. Premièrement, l'offre de produits et de labels. On en parlait avant, beaucoup de labels en France. Dès 2015, la création du label Greenfin par le ministère de la Transition énergétique, qui promeut lui aussi l'investissement vers une taxonomie. Alors on n'était pas encore à la taxonomie européenne, mais c'était déjà une taxonomie privée. Donc on vient un petit peu à ce genre de stratégie
qu'est en train de développer la Commission européenne aujourd'hui. Le label ISR dès 2016, donc un an après, lui poussé par le ministère de l'économie et des finances, qui est aujourd'hui le label le plus représenté, on va dire, en France. Et Une seconde, la Chambre représente tous les distributeurs au comité de suivi du label ISR. Donc c'est un sujet qu'on connaît bien. Un sujet d'ailleurs, puisque le label ISR est aussi en refonte, mais très bonne chose, et on en reviendra peut-être rapidement juste... Oui, parce que c'est un moment qu'il est en refonte. Juste après, alors ça fait un ou deux mois que les travaux ont commencé. On attend... Il me semblait qu'il y avait eu des rapports déjà, on voulait refondre il y a quelques années. Hein, le rapport date, d'accord, c'est le rapport qui date, pardon. La volonté de le refondre existe depuis maintenant près de 2 ans. Voilà, c'est ça. Le rapport de l'IGF, et maintenant, effectivement, on s'est lancé dans les travaux, concrètement. Donc oui, je disais sur les labels, ne pas oublier le label Finansol non plus, qui est actif depuis 97 et qui met en avant, lui, l'investissement vers des actifs solidaires et promeut une part de non-coté auprès des particuliers, ce qui est une innovation aussi française à mettre en avant. Une France qui est pionnière, pas seulement sur l'offre de produits, mais aussi, par exemple, sur les OAT vertes, donc les obligations souveraines d'État, avec une première émission dès 2017. Et c'était la première émission au monde. Première émission au monde dès 2017. C'est bien de le souligner. Oui. Et surtout son cadre réglementaire, qui là a, dès 2015, avec l'article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, introduit les premières obligations de reporting extra-financier et la prise en compte des critères ESG dont on parlait juste avant, pour les entités et les produits financiers, et qui vient d'être complété en 2019 par l'article 29 LEC de la loi énergie-climat, qui le solidifie. Donc, effectivement, beaucoup d'éléments qui font en sorte que la France, on voit bien que la France s'est montrée en avance depuis 2015. Attention toujours à bien garder cette avance, hein. C'est important de ne pas se reposer sur ses lauriers, et c'est en ça que les travaux sur la refonte du label ISR sont très importants et bienvenus. Il faut toujours arriver à se renouveler. Et de la même chose, hein, la création en 2017 de Finance for Tomorrow, par exemple, par la place de Paris, et les travaux menés depuis, notamment sur la finance à impact, son développement, mais encore bien d'autres sujets, voilà, doivent être continués. C'est une bonne chose de ne pas s'arrêter là. D'autres zones sont en passe de nous concurrencer, de nous reprendre cette avance? Comment ça se... On inspire l'Europe, mais l'Europe va plus loin. Donc déjà, il faut arriver à rattraper un petit peu ce que va demander la Commission européenne à tous ces acteurs. Le sujet taxonomie, je parlais du label Greenfin, c'est encore un tout petit sujet malgré tout en finance durable. Maintenant, je pense qu'il va devenir de plus en plus important et de plus en plus visible. Donc, oui, il y a encore des choses à faire. Est-ce qu'on est dépassé ? Pas encore forcément, mais en tout cas, tout le monde s'est mis à peu près à niveau. Donc à nous de continuer de progresser. Parce que il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais que la Chine notamment s'est inspirée des travaux. Sur les taxonomies, oui. On en a qui fleurissent un petit peu partout dans le monde. Donc là, c'est aussi une très bonne chose côté Commission européenne. Là, c'est la Commission européenne qui est en avance, plus seulement la France, sur d'autres pays. Et on voit des taxonomies se développer en Chine, en Australie, au Canada. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose pour harmoniser à terme. Hein. La finance n'est pas qu'un sujet européen. Donc on voit bien aussi que la difficulté à travers la taxonomie, c'est de toucher des actifs internationaux, les compagnies internationales, qui n'ont pas forcément toujours le même cadre. Important de continuer là aussi les travaux entre les différentes taxonomies. Et là, tous ceux qui nous regardent sont en train de se dire il faut que je regarde l'épisode sur la taxonomie parce que je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je confirme qu'il y aura un épisode sur la taxonomie, justement, ça s'appelle le teasing, ça. Julien, tiens, vous êtes membre du BIPAR. Hein, tout à fait. Hein, la Chambre est membre du BIPAR. Vous confirmez cette avance française? Tout à fait. Le BIPAR, c'est l'association des associations de courtiers en Europe. Ça représente un nombre d'entreprises considérable, peut-être 1 million, et ça représente tous les pays d'Europe, plus des pays qui sont dans le pourtour européen mais qui ne font pas partie de l'Europe. Maintenant, évidemment, le Royaume-Uni, mais la Turquie, le Liban, Israël, par exemple, font partie du BIPAR, donc c'est vraiment très très large, le BIPAR. Et il m'avait demandé l'année dernière de faire une intervention auprès des membres du BIPAR sur le sujet du développement durable, mais d'un aspect pratique, c'est-à-dire de dire en France, qu'est-ce qui existe comme produit. Et donc j'avais expliqué qu'on avait déjà des assurances-vie qui étaient spécialisées sur ce thème-là, ou des SCPI, ou des fonds qui étaient spécialisés sur ce thème-là. Et à la suite de mon intervention, il y a beaucoup d'adhérents du BIPAR, de beaucoup de pays différents qui sont venus me voir en me disant « C'est incroyable tout ce que vous faites déjà en France, nous dans notre pays, il n'y a rien ».
même des pays comme les pays nordiques qui sont réputés pourtant pour leur fibre verte. Donc je corrobore tout à fait ce qui a été dit. En France, on a de l'avance sur ce sujet-là. En tout cas, on n'a pas pris de train de retard. C'est en fait les autres pays qui sont en train de se mettre à niveau et via ces directives européennes et tous ces textes dont on va parler tout au long de ces émissions. Je trouve que c'est bien de préciser que dans certains domaines, nous sommes encore une locomotive. Tout à fait. C'est l'occasion de le rappeler dans cette série d'émissions. Alors, on a parlé évoqué le projet Life Finance Climate. Mathieu Garnereau, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des réalisations Alors oui, pas mal. Déjà, effectivement, je n'ai pas précisé les moyens, mais effectivement, la Commission européenne nous a doté d'une dizaine de millions d'euros de subventions jusqu'à fin 2024. Donc il y a à peu près plus des apports qui sont dans des différents membres du consortium. On a une trentaine de personnes en fait, qui travaillent sur ces sujets-là, à l'ADEME, mais aussi chez les superviseurs, l'AMF et la CPR. On a également le ministère de la Transition écologique, et puis des acteurs comme Finance for Tomorrow, donc aujourd'hui l'Institut de la Finance Durable, 2degrees Investing Initiative ou les économistes d'I4C. Donc on a un consortium vraiment assez riche et une trentaine de personnes qui travaillent sur ces différentes actions que j'évoquais tout à l'heure. Et effectivement, là, on est à plus de 3 ans après le début du projet et on a pu effectivement travailler de façon assez approfondie sur certains thèmes et donc sans être rébarbatif, je vais vous donner quelques exemples assez concrets. On travaille à des plans de transition sectorielle, donc pour réfléchir au niveau des filières et les filières de l'industrie lourde en France. Donc on a travaillé sur la filière du ciment, on a la filière de l'acier, on a la filière de l'aluminium et on a tous les secteurs de la chimie, que ce soit la partie plastique ou les engrais. Et la question sur ces filières-là, c'est comment on arrive à réaliser la décarbonation et baisser de plus de 80% nos émissions d'ici 2050 sur ces filières-là. Ça demande une réflexion extrêmement précise, une réflexion ingénieure déjà au départ, enfin comprendre où en sont les sites de production, comprendre quels sont les besoins de transformation de cet appareil productif et du coup également quels sont les besoins de financement et de transformation de ces filières et à voir ensuite quels sont les meilleurs leviers pour permettre de réaliser tout ça, que ce soit de l'intervention publique, parce qu'il y aura peut-être besoin d'aide, d'accompagnement, que ce soit des transformations aussi en matière de compétences, de financement, de recherche et développement. Donc on a un exemple de volet sur lequel on a déjà publié donc, le plan de transition sur le secteur du ciment. On a celui sur l'aluminium qui va arriver à la fin du mois. Et donc ça, c'est des exemples très concrets de choses qu'on a pu publier. Un autre élément fort, Vincent parlait de la COP21. Juste après la COP21, on avait lancé à l'ADEME le programme ACT, qui est un programme en fait pour accompagner les entreprises dans la définition de leur plan de transition ou l'évaluation du plan de transition si elles en ont un. Et ça, c'est quelque chose qui a mis un certain nombre d'années à se mettre en place aujourd'hui et qui a été repris dans le cadre du programme Finance Climat. Et aujourd'hui, on a cet outil pour accompagner les entreprises dans la définition d'un plan de transition et on a également cet outil qui est utilisé pour évaluer les plans de transition qui sont publiés par les entreprises. Et ça peut se voir pour évaluer par exemple un Sound Climate ou dans différents cas. Et demain, avec la CSRD, qui est donc la publication sur les reporting des entreprises, on va avoir cette capacité d'évaluer la crédibilité de ce qu'annonce l'entreprise en matière environnementale et climatique. Et peut-être un dernier point, je pense, assez important, c'est les engagements pris par les acteurs financiers. On a eu beaucoup d'engagements pris par les acteurs financiers depuis la COP à Glasgow, et donc notamment des engagements net zéro. On a l'Observatoire de la finance durable qu'on a mis en place avec Finance for Tomorrow. Et donc c'est vraiment aussi un levier extrêmement important de savoir qu'on a des acteurs financiers et les principaux acteurs financiers français qui sont aujourd'hui volontaires pour contribuer à la mise en place d'une économie net zéro. Donc c'est quelque chose d'assez important. On a cet observatoire qui permet de centraliser ces travaux et de discuter directement avec les fédérations là-dessus. Et donc c'est vraiment un outil clé. Et je pense que le dernier volet sur lequel on a encore un certain travail à faire, c'est comment on accompagne et on intègre les épargnants dans tout ça. Donc les textes viennent de sortir, on parlait du questionnaire, test d'adéquation. Il y a vraiment toute la question de comment accompagner au mieux les questionnements que peuvent se poser les épargnants et comment les informer, parce qu'on voit qu'il y a un gap de connaissances et d'informations sur ces sujets-là aussi du côté des épargnants, et comment aussi proposer une offre de produits qui soit crédible et qui évite le greenwashing comme vous l'évoquiez au début. Alors les acteurs financiers, mais d'accord, c'est ce que vous citiez au départ, les banques, les compagnies d'assurance, oui, les sociétés de gestion, donc ce sont tous ces acteurs-là absolument, oui, dont vous parliez.
Ok, alors justement, fameux CSRD, encore un sigle, SFDR, on fera quelque chose dessus, la taxonomie, voilà. Alors, le 28 novembre 2022, c'est tout récent, c'était finalement il y a quelques semaines, la Commission européenne a adopté définitivement la Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Alors, qui remplace la Non-Financial Reporting Directive, NFRD. Vous voyez, quand je parlais de vocabulaire, voilà. Alors, cette nouvelle directive est entrée en vigueur le 18 décembre 2022, et certains disent qu'elle est peut-être sur le point de complètement transformer le monde de l'entreprise tel qu'on le connaît. Alors, elle donne justement ce principe de double matérialité. Est-ce que vous pouvez vous en dire quelques mots de cette directive ? Oui, c'est effectivement une directive importante. Alors le principe déjà, quand on a des réglementations, c'est des choses qui s'appliquent directement dans tous les pays européens, les directives doivent être transposées en droit national. Voilà. Donc la NFRD, en droit national, c'était la DPEF, donc la performance extra-financière des entreprises. Et donc la CSRD, le principe en passant de la NFRD à la CSRD, ça va être de vraiment renforcer toute la transparence, toutes les publications des entreprises. Et là, quand on parle des entreprises, on a un périmètre d'entreprise qui va vraiment être fortement élargi, puisqu'on avait 10 000 entreprises qui étaient concernées par la NFRD au niveau européen jusqu'à présent, et on va passer à 40 000 avec la CSRD. Donc on a vraiment un périmètre très large. Dès qu'on a une entreprise de plus de 250 salariés, on va être Est-ce que c'est que des entreprises cotées ? C'est pas que les entreprises cotées, non, justement. C'est au-delà des entreprises cotées. Au-delà des entreprises cotées. Donc ça y est en plus de tout le corpus réglementaire. Notamment, je parle du SFDR, ça vient en plus. Ça, c'est vraiment pour les entreprises, mais effectivement, ça s'applique également. Les acteurs financiers sont également des entreprises, donc sont également soumis à la CSRD. Et de ce point de vue-là, même les filiales de groupes étrangers, avec plus de 40 millions de chiffres d'affaires en Europe, seront également soumises à la CSRD. Donc on a vraiment quelque chose qui va être assez exhaustif sur les activités sur le sol européen, avec une transparence sur le E, le S et le G, avec vraiment des critères très spécifiques. Typiquement sur les questions environnementales, on va être sur les 6 axes de la taxonomie, donc les questions de changement climatique, que ce soit l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation au changement climatique, les questions d'économie circulaire, les questions de pollution, les questions de biodiversité et les questions de ressources en eau, par exemple. Donc on a vraiment tous ces thèmes, et ça va être pareil sur la dimension sociale ou de la dimension de gouvernance. Donc on a vraiment une matrice assez précise, et avec notamment également la publication, par exemple, des émissions de CO2 pour l'ensemble de ces entreprises. Donc on va avoir une transparence extrêmement approfondie sur ces entreprises, et sur les 10 000 plus grandes entreprises, c'est dès 2025, sur la fin d'exercice 2024, que toutes ces informations seront disponibles. Oui, qu'on comprenne bien, c'est toutes les entreprises de l'économie, c'est pas lié aux entreprises financières, c'est toutes les entreprises de l'économie qui doivent alimenter leur reporting extra-financier, justement pour que les financiers puissent dire il faut investir dans cette entreprise ou dans celle-là, parce qu'elle respecte les critères ou pas. C'est ça le CSRD. Ça fait partie effectivement de l'information nécessaire pour les sociétés de gestion, pour les gérants d'actifs. Il y a clairement un lien entre toutes ces entreprises, c'est-à-dire quand on parle d'émissions, par exemple, de CO2, qui est un élément assez central, on a les scopes d'émissions. Donc on a le scope 1, c'est ce que va utiliser l'entreprise directement pour produire. Par exemple, là je parlais tout à l'heure d'une cimenterie, c'est vraiment comment brûler un certain nombre de carburants, par exemple du charbon ou autre, pour produire du clinker. Et donc là, on est sur du scope 1, c'est les émissions de process. Le scope 2, c'est l'utilisation indirecte, on va dire, d'électricité au cours de ce process. Donc là, ça va notamment dépendre du mix électrique du pays dans lequel se situe l'entreprise. Et le scope 3, c'est toutes les dépendances de l'entreprise. Et donc, c'est à la fois sa dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs, mais aussi les émissions qui vont être générées par les produits que l'entreprise va vendre. Et ces émissions-là, elles peuvent être faites par d'autres personnes. Donc typiquement, par exemple, si on prend un groupe comme Total Energy, les émissions de scope 1 de Total Energy ne sont pas énormes. C'est que 10% de ces émissions globales, puisqu'en fait, c'est juste l'énergie nécessaire pour puiser du gaz ou du pétrole du sol. Et le scope 3, ça va être l'utilisation par d'autres de cette énergie fossile qui aura été sortie du sol par Total Energy. Donc, pour que chacun puisse faire son reporting, en fait, chacun est dépendant, notamment pour son scope 3, de la déclaration des autres entreprises. Donc, d'où l'importance, effectivement, d'arriver à coordonner tous ces éléments-là, et la difficulté aussi à remonter des éléments sur le scope 3, puisque une entreprise va être dépendante d'un certain nombre d'informations aussi sur ses fournisseurs, notamment.
Ça va changer quand même, il va y avoir une pression accrue sur les entreprises. Alors il y a une pression accrue et effectivement aussi dans un élément important aussi dans le passage de NFRD à CSRD, c'est que on n'est plus sur du non-financial. NF dans NFRD c'était non financier, extra-financier. Et avec la CSRD, en fait, on est sur un reporting qui a la même valeur qu'un reporting financier. C'est-à-dire un reporting qui va être contrôlé par des auditeurs externes. Donc on a voilà, la même valeur et une conformité donc, qui sera au départ avec une exigence modérée, parce qu'on va être dans un processus d'apprentissage, mais avec des exigences qui vont se relever au fur et à mesure, et donc avec l'intervention d'experts comptables, commissaires aux comptes, etc. Tous ces processus. C'est la normalisation de l'extra-financier. Exactement. L'extra-financier devient vraiment un reporting financier comme un autre et une donnée vraiment extrêmement centrale dans l'évaluation et dans l'analyse d'une entreprise. Je crois qu'il faut bien faire comprendre à nos auditeurs qu'on est vraiment au début d'un processus long. On est au début d'un processus long. Une sorte de... Alors, je ne sais pas si on peut employer le mot de nouvelle révolution industrielle, mais... En tout cas, on passe à un niveau sur les questions de transparence où on ne pourra pas juste se contenter d'un certain des PowerPoint ou de slides pour présenter sous un bon angle une entreprise, mais on va avoir vraiment un accès à un niveau extrêmement fin de ce que fait concrètement une entreprise. Concrètement, c'est vrai que ce serait une révolution de la donnée. On en parlait un petit peu avant, tout ce problème de données. CSRD, on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs, mais c'était bien l'élément qu'on attendait aussi pour les financiers, qui puissent aller chercher de la donnée directement dans ces reportings. Donc c'est un élément aussi crucial pour le développement de tous les autres textes. Alors, cette réglementation européenne, on le voit, elle est foisonnante. Donc, le fameux CSRD, donc il va être lourd. Vous venez de le dire, il va être lourd. En ce qui concerne l'impact pour les investisseurs, notamment pour leurs conseillers, d'une certaine façon, pour les conseillers en gestion de patrimoine, est-ce que vous la jugez efficiente aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu encore des changements ou pas? Je sais pas, Vincent Kieffer, qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'il faut déjà revoir un petit peu le cadre, ce qu'elle apporte. On parlait rapidement de tous ces éléments. On a d'un côté une taxonomie, donc là qui commence à entrer en application, 2 objectifs qui sont, comme disait Mathieu, déjà sortis, il en reste 4. On a un pilier qui vient clarifier ce qu'est une activité environnementalement durable, ce qu'on avait jusqu'alors pas. Donc un dictionnaire. Et derrière, une définition de l'investissement environnementalement durable. Donc derrière ce règlement. Donc ce qu'il apporte, c'est quand même effectivement énormément de précision et de clarification sur ce que l'on attendait de ce genre d'investissement. Ensuite, on a le règlement SFDR. Donc là, qui va justement plutôt clarifier, exiger l'exigence de reporting, de transparence pour les entités financières ou les produits financiers. Alors des produits financiers qui ont parlé des articles 8 et 9, mais qui ont soit un objectif de durabilité, plutôt un article 9, ou des objectifs de promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales. Là, on est plutôt sur l'article 8. Donc c'est dans ce règlement que l'on va avoir le reporting, les indicateurs des fonds de la donnée sur leur part d'alignement à l'investissement durable, à l'investissement environnementalement durable, donc la part alignée à la taxonomie, ou encore sur des incidences négatives de leur placement. Donc c'est un nouveau aussi concept porté par la réglementation. Mais tout cet ensemble d'indications nous permettra d'avoir une meilleure lisibilité de l'offre de produits et une meilleure comparabilité, à la fois pour les conseillers et à la fois pour les épargnants. Et enfin, dernière roue du carrosse, je ne parle pas de CSRD dont on parlait juste avant, mais MiFID, qui vient, lui, permettre aux épargnants de s'exprimer sur ces choix, alors de 3 manières un petit peu différentes, 3 catégories de préférences. Leur proportion d'investissement environnementalement durable, donc la définition vraiment investir vers des activités alignées vers la taxonomie, donc qui respectent tous les critères de la taxonomie. De l'investissement durable, de la définition donnée par SFDR, donc là aussi une autre définition quand même vient se rajouter, où on est vraiment sur l'investissement durable, donc une définition un petit peu plus large, et leur choix d'être exposé ou non à des activités plus ou moins néfastes avec des indicateurs tels que l'empreinte carbone, des indicateurs sociaux sur les rémunérations. Principales incidences négatives. C'est bien de ça qu'on va parler dans toutes les vidéos qui vont suivre. Exactement. Comprendre tous ces éléments. C'est des vrais nouveaux concepts extrêmement importants et qui vont effectivement rentrer en application qui sont rentrés en application maintenant assez rapidement. Bonne chose ou des améliorations possibles? Une très bonne chose. Là aussi, on le disait, tout était très attendu, c'est très structurant, donc c'est bienvenu. Maintenant, c'est encore naissant. Il y a encore beaucoup de clarifications à donner, malgré tout, pour que ce soit complètement fonctionnel. Donc, c'est une excellente première étape, mais qu'il faut maintenant
clarifier pour la rendre fonctionnelle. Voilà. Il manque encore des petits points d'ajustement, une définition un petit peu plus partagée, des explications plus claires sur les différents concepts portés, par exemple, parler des principales incidences négatives. C'est un concept qui doit être davantage expliqué et vulgarisé auprès des épargnants. Et du coup, ça souligne là encore l'importance du rôle des conseillers gestion de patrimoine auprès de leur clientèle, de vulgariser. C'est quand même une réglementation qui les met largement en avant sur ces sujets-là. Parce que justement, elle ne va pas forcément toujours au bout, avec beaucoup de responsabilités. Une responsabilité. Ouais. Alors justement, la Chambre, Mathieu Gannard, vous voulez... Je voulais juste apporter peut-être un élément de dézoom, puisqu'on parlait de la réglementation européenne. Et en fait, en parallèle de cette stratégie finance durable, il faut quand même évoquer l'importance de toute la stratégie du Green Deal et du Fit for 55 de l'Europe. Et donc, en fait, il y a tout un ensemble de textes pour apporter les transformations aussi de l'économie par des mesures incitatives, par des mesures qui vont être plus contraignantes. Typiquement, je pense que tout le monde a en tête l'arrêt de la vente de véhicules thermiques, par exemple, en 2035. C'est un élément du Fit for 55. Fit for 55, c'est comment faire en sorte de baisser de 55% nos émissions d'ici 2030. Et ça, on a des éléments, par exemple, sur le marché du carbone européen, avec aussi la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc l'Europe a un plan quand même extrêmement crédible pour essayer de mettre en place aussi cette transformation globale de l'économie et cette réduction de moitié des émissions d'ici 2030. Donc c'est quelque chose d'important et ça rend aussi d'autant plus important, je pense, de la part des financiers, des conseillers en gestion de patrimoine, le fait de prendre en compte cette transformation parce qu'en fait, elle arrive aussi par le biais d'un certain nombre de textes au niveau européen. Julien Serraki, vous nous parliez du test d'adéquation ESG tout à l'heure. Comment, on l'a vu, l'aspect effectivement important de MiFID, de la révision MiFID. Comment vous allez accompagner vos adhérents ? Alors, je vais pas rentrer dans le détail du mais vous allez parce qu'il y a toute une émission qui va être faite. Exactement. On va expliquer la philosophie en quelques mots. C'est 3 à 4 questions qui sont des questions à tiroir en fait. Évidemment, chaque fois que le client répond oui, ça amène des précisions. Et puis, on va notamment, pour donner quelques exemples, dire au client de sélectionner. On parlait des principales incidences négatives tout à l'heure. Voilà, elles sont nommées et on va lui dire dans quel secteur vous ne voulez pas investir. Le client peut-être dire les gaz à effet de serre ou les industries qui polluent l'eau. Là, vraiment, j'ai une attention particulière à ça, donc je ne veux absolument pas investir là-dedans. Et c'est nous, ensuite, une fois qu'on aura récolté ces réponses, à nous, les conseillers financiers, de faire une allocation d'actifs en prenant en compte la sensibilité de nos clients à ce thème-là. Alors, une allocation d'actifs dans la mesure du possible. Pourquoi je dis dans la mesure du possible ? Parce qu'il faut bien comprendre que ce questionnaire, il va évoluer dans les mois et dans les années qui viennent, pour 2 raisons qui sont assez simples. C'est que les textes réglementaires vont évoluer. On a beaucoup parlé de la taxonomie. Il n'y a que 2 chapitres sur 6 qui ont été publiés pour l'instant sur la taxonomie. Donc vous voyez qu'on ne sait pas encore la totalité de cette taxonomie. Et puis on a aussi beaucoup parlé des entreprises tout à l'heure et des reporting. C'est pour 2025, donc sur l'exercice 2024, que les entreprises seront ou du moins auront une complétude de leur data sur ces questions extra-financières. Donc en attendant, nous, on ne peut pas faire des miracles. On va évidemment, avec les données qu'on a, avec les datas qu'on a, on va faire au mieux pour respecter les préférences de nos clients. Mais tout ça va s'adapter. On en est à l'année 1, en fait, de la finance verte, je dirais, en pratique, pour tous les épargnants. L'année 1, c'est 2023, ça commence maintenant. Donc évidemment, tout ça, ça va monter en compétence, ça va monter en puissance dans les années qui viennent, et c'est que d'ici 2-3 ans qu'on aura à la fois un cadre réglementaire stable, mais aussi une pratique qui sera stable, parce qu'il ne faut pas dissocier les deux. Donc il faut bien comprendre que là, on est dans la phase où on se forme, on comprend toutes ces notions-là, on commence à informer nos clients, on les habitue à remplir ces questionnaires, parce que remplir un questionnaire, c'est pas juste faire une croix, c'est réfléchir à la conséquence de ces investissements. C'est à ça que ça sert, de remplir le questionnaire. Et de leur dire, attention, parce que là, vous voyez, comme tout ça n'est pas encore bien finalisé, finalement, si vous vous montrez trop vert, votre univers d'investissement, il va tellement se réduire que après, vous direz, non, finalement, je vais peut-être un peu laisser tomber certaines choses. Mais c'est une réflexion à mener. Il y a des choix à faire aujourd'hui. On ne peut pas dire non à tout. C'est pas possible. L'économie n'est pas prête pour ça. Elle va le devenir, mais aujourd'hui, elle n'est pas prête. Donc, il y a des choix à faire pour les clients, et c'est cette réflexion à mener qu'on commence cette année, en 2020. C'est important de remettre en avant cette notion de temps. Rien ne démarre vraiment. Tout n'est pas prêt aujourd'hui.
on est au début de révolution. Peut-être un grand mot, mais ça donne un peu cette impression que dans 10 ans, la finance sera différente. Enfin, l'offre financière sera différente, les entreprises se comporteront différemment. Par rapport à ce test d'adéquation, est-ce que vous avez des appréciations, vous, d'épargnants ou de personnalités? Est-ce que vous avez des études sur le sujet? Il y a eu des travaux menés dans le cadre du projet sur le test d'adéquation en général, enfin d'essayer en tout cas de faire quelque chose d'assez constructif, après par un des acteurs du projet, qui était 2 Degrees Investing Initiative. Maintenant, ce qu'on peut dire quand même sur ce questionnaire de manière générale, c'est qu'on le dit, de toute façon, il était bienvenu, il répond à des attentes des épargnants. Le sujet de durabilité pour les épargnants est un sujet qui est grandissant, on le voit dans les enquêtes de l'AMF ou dans énormément d'ailleurs d'enquêtes différentes. Donc c'est un sujet à prendre à cœur. On parlait de l'offre de produits aussi à l'avenir, mais c'est aussi un des éléments, un des moyens de pression que vont pouvoir avoir aujourd'hui les investisseurs et les épargnants pour influencer justement sur cette offre de produits de demain qui tiendra compte ou devra tenir compte de leur choix d'investissement et de leurs préférences. Donc c'est un vrai point fort. Maintenant, comme c'est souligné, il reste aussi beaucoup de points, quelques points qui peuvent être sujets à confusion et qu'il faut essayer d'éviter le maximum. D'où tout le sujet d'accompagnement des épargnants qui va être effectivement primordial autour de tous ces nouveaux concepts. On a quand même, encore une fois, 2 définitions d'investissement durable. C'est pas évident d'arriver à s'y retrouver, à de différencier les deux. Des concepts de durabilité, principales incidences négatives, où il faut aussi pouvoir s'y retrouver. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans un portefeuille, dans une offre de produits ? Et une articulation qui n'est pas toujours non plus évidente entre un règlement qui classifie, entre guillemets, un petit peu les produits financiers et un où on va chercher les préférences des épargnants. Alors que la logique voudrait, en tout cas, qu'il y ait des liens assez clairs entre ces 2 règlements-là. Donc, encore une fois, une excellente chose, mais des précisions qui sont d'ailleurs demandées aujourd'hui par... ne pas s'imaginer qu'il n'y a pas des autorités de marché aujourd'hui ne demandent pas des précisions supplémentaires à la Commission européenne à travers des questions-réponses pour en savoir plus, pour préciser certains termes que je viens d'évoquer ici, comme les défis. Tout à fait. Il y a souvent une idée reçue, c'est que c'est les générations les plus jeunes qui sont sensibles à ces thèmes-là. Moi, de mon expérience de conseiller en gestion de patrimoine, je peux vous dire que, certes, il y a une sensibilité plus forte de ces générations, mais que les générations plus anciennes sont tout à fait sensibles à ces sujets-là et souhaitent mener une réflexion sur leur portefeuille en prenant en compte la thématique du développement durable. Donc, il ne faut pas se dire c'est que ceux de 25 ans qui font de la crypto que ça intéresse. Pas du tout. C'est vraiment l'ensemble des investisseurs, l'ensemble des épargnants, quel que soit leur âge, qui est sensible à ce sujet du développement durable. C'est toute la société qui est sensible aujourd'hui, fort heureusement. Donc, il ne faut pas se dire en tant que professionnel, mon client qui a 75 ans, je ne vais même pas lui en parler, je vais lui dire de remplir le questionnaire, puis on va faire comme si c'était une formalité. Pas du tout. Votre client de 75 ans, il est aussi très sensible à ces thématiques-là, et donc ça concerne absolument tous les clients. Et vous verrez que les clients seront contents de mener cette réflexion, qui vont pas voir ça comme un aspect contraignant. Ils vont se dire oui, tiens, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et puis moi, j'habite au bord de mer, alors je suis particulièrement sensible à telle ou telle principale incidence négative. Donc c'est une vraie réflexion intéressante. Il ne faut pas le voir comme une contrainte. Il faut voir dans ce qui fait l'ADN de notre métier, c'est-à-dire la personnalisation du conseil. On va pouvoir personnaliser encore plus notre conseil en prenant en compte cette thématique-là qui, pour l'instant, était mise de côté, il faut bien le reconnaître, mais parce que simplement, on n'avait pas les outils pour la traiter. Et maintenant, on va avoir les outils, ça va monter en puissance peu à peu. Les outils et puis une réglementation qui impose aussi maintenant de poser ce type de questions. Si, Mathieu Garneau, un complément Non, pas. Il n'y a pas de... alors, une dernière question que je poserai tout au long de ces épisodes. Si vous aviez une demande, une prière, c'est peut-être un peu trop, mais au moins une demande aux autorités, aux organisations aujourd'hui à faire en matière de finances durables, quelle serait-elle, de notre côté, notamment à l'ADEME, on est l'agence de la transition écologique et la question de la transition pour nous est complètement clé. On a parlé de l'univers d'investissement taxonomique. Aujourd'hui, c'est 2 à 3% selon les études de l'économie qui est déjà à la cible.
Donc on est, avec juste la taxonomie des activités vertes, on est aveugle sur 97% de l'économie, ce qui est relativement problématique. Et ce dont on a besoin aujourd'hui dans la réglementation, c'est clairement de mieux définir ce que va être la transition. Parce que ce qui va être important, c'est d'accompagner les entreprises, les acteurs de l'économie, dans une transition qui est en train de se faire. J'en parlais juste avant avec le Fit for 55. Et donc, on a besoin, tout comme on a eu la taxonomie des activités vertes, qui nous permettent d'écrire cette cible et d'avoir un dictionnaire sur les activités durables. C'est bien, on a une définition de la cible, mais on a besoin d'une définition de ce qu'est la transition. Et donc ça, c'est un élément important sur lequel on a beaucoup travaillé aussi côté ADEME, et on espère, et on y travaille, notamment il y a certains éléments dans la CSRD, on a d'autres éléments qui arrivent aussi dans le devoir de vigilance, et donc ces plans de transition et leur utilisation de façon massive dans la réglementation nous semblent être l'élément majeur pour pouvoir avoir des actions pertinentes de la part des investisseurs qui vont concerner une grande partie de l'économie. Vincent, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais même l'importance, une fois qu'on a des plans de transition crédibles au niveau des entreprises, le pouvoir développer de nouvelles stratégies au niveau des produits financiers ou des institutions financières, notamment à travers l'engagement actionnarial ou autre, qui mériterait en tout cas d'être davantage développé, et c'est une base sur laquelle il pourrait largement s'appuyer. Après, c'est vrai que de mon côté, je pense que vous l'avez compris, le côté une définition claire, précise déjà de l'investissement durable simplifierait énormément les choses, je pense, pour tout le monde. Je pense qu'il manquerait aussi quelques critères minimums à remplir par les fonds pour valider les objectifs de durabilité de l'article 9 ou de la promotion. Ça permettrait aussi pour l'épargnant de savoir à quel niveau se situer, puis régler un petit peu la question des proportions minimales, parce que comme ça on aura une classification de produits qui nous montre partir de quel niveau en fait on l'est. Donc ça serait intéressant, et bien sûr derrière l'articulation un peu plus claire entre un MiFID et un règlement SFDR. Et Julien, pour conclure, petite demande particulière? Moi, je voudrais d'abord qu'on réfléchisse au bon ordre de la réglementation. Le bon ordre, normalement, c'est les entreprises font remonter les datas aux producteurs, c'est-à-dire aux sociétés de gestion, et ensuite les conseillers vont recommander les produits à leurs clients. Bon, il se trouve que ce bon ordre-là, il n'a pas été tout à fait respecté, et qu'on a plutôt fait l'inverse. Mais c'est pas grave, dans quelques temps, on n'en parlera plus, parce que tout sera entré en vigueur pour tout le monde. Ce qui est intéressant quand même, c'est que cette réglementation nouvelle, elle donne la parole aux clients, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clients vont mener leurs réflexions. Et puis, je voudrais que les autorités écoutent les réflexions des clients. Et je voudrais qu'on ne soit plus dans du top-down, mais que maintenant, on soit dans une optique qui soit bottom-up. C'est-à-dire que, on écoute ce que disent les clients, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils trouvent que c'est pratique, est-ce qu'ils comprennent les termes, est-ce qu'il y a peut-être une simplification à faire, je crois qu'on va être d'accord sur ce sujet-là, et qu'ensuite les autorités disent, très bien, on avait fixé le cadre, mais il y a certaines notions qui sont peut-être un peu complexes à comprendre pour l'épargnant, parce que c'est son argent à lui, faut quand même jamais l'oublier, c'est bien lui l'investisseur, c'est l'épargnant. Et donc on va simplifier ça, et on va écouter les clients. Et donc je leur dis, écoutez les clients via ce qui est aujourd'hui leur principal courroie de transmission, évidemment, les conseils en gestion de patrimoine. Eh ben, c'est un très bon message. Julien Serracchi, président de la CNCGP, merci. Merci. Merci d'avoir inauguré cette série et d'être venu sur notre plateau. Merci aussi Vincent Kieffer. Merci. Je rappelle, vous êtes économiste pour le projet Life Finance Climate. Donc, merci de toutes ces explications. Merci aussi à Mathieu Garnereau. Vous êtes directeur du projet Finance Climate. Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, merci pour toutes ces précisions. Et maintenant, chers amis CGP, eh bien, il y a une dizaine d'épisodes à suivre pour comprendre toute la finance durable. On va tout vous expliquer, la Chambre va tout vous expliquer avec des professionnels. Et je serai ravi de vous retrouver très bientôt. Au revoir.